Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau webinaire organisé par le département formation de la Gazette des communes. Donc la Gazette des communes, au-delà du magazine que vous connaissez tous, c'est effectivement aussi un organisme de formation qui forme également les élus locaux puisqu'il a l'agrément ministériel pour ce faire. Des formations, comme on peut le voir sur la slide suivante, en inter, en intra, en classe virtuelle, en e-learning à Paris et en province sur des thématiques variées telles que le management public, les ressources humaines, les marchés publics, la gestion technique, le numérique ou encore l'administration générale et juridique. Et donc, c'est aussi, je vous le disais, un organisme agréé par le ministère pour la formation des élus locaux. Et à ce titre, nous avons lancé il y a 2 ans une plateforme qui s'appelle éluacadémie.fr et qui permet aux élus de se former 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour s'adapter au rythme de vie d'un élu avec une connexion illimitée, des contenus disponibles et rafraîchis très, très régulièrement. Donc voilà, un socle de formation sur les fondamentaux, des formations par spécialité comme l'économie, l'éducation, l'urbanisme et une validation systématique des compétences acquises. Et puis des formations aussi qui ont été développées depuis la loi climat et résilience et notamment sur le zéro artificialisation net, pardon, que vous pourrez retrouver sur notre site pour approfondir le sujet que nous allons aborder ce matin avec Éric Landau, qui n'est plus à présenter, mais présentons-le tout de même, qui est donc avocat associé et fondateur du cabinet Landau, et Nicolas Puluosco, qui est avocat associé également, et qui est plus particulièrement en charge du pôle urbanisme, construction et immobilier, d'où sa présence ce matin. Donc, je vais leur laisser la parole. N'hésitez pas tout au long du webinaire à poser vos questions grâce aux petits points d'interrogation que vous devez avoir sur votre menu et je leur relayerai en fin d'intervention. Voilà, écoutez, Éric Landau et Nicolas Polugusco, je vous laisse la parole. Merci à tous, bon webinaire et à tout à l'heure. Merci, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous. Alors, bon, on a une petite heure ensemble et le support que vous allez voir défiler devant vos yeux sera en téléchargement au besoin de la Gazette Formation. Bon, le phénomène, on le connaît tous. Hein, sur la dernière décennie, le rythme d'artificialisation se situe autour de 28 400 hectares par an, avec une consommation pour l'essentiel occupée par la construction de logements et de jardins. Donc, on est sur une artificialisation conséquente, mais qui n'est pas totalement égale sur le territoire national. L'artificialisation des sols, d'abord, progresse moins vite que dans les décennies précédentes, et surtout, elle est particulièrement manifeste dans le nord-ouest, une partie du sud-ouest, une partie du sud-est, l'Île-de-France, le sillon rhône-alpin et quand on remonte en Alsace et une partie de la Moselle. Donc on retrouve ce qu'on appelle la diagonale du vide qui part quelque part entre Toulouse et Bordeaux et qui remonte finalement vers l'Aisne, une partie du 54 et du 57 et du 08. Et il y a une partie aussi de Diagonale du Vide qui concerne le sud du monde alpin quand on est encore loin du littoral. Les causes du phénomène, là aussi, on les connaît, mais il y a eu pas mal d'études intéressantes qui sont la décohabitation, l'évolution de la famille, la préférence pour la maison individuelle, combinée donc avec une ultra-périphérisation, une explosion des secondes couronnes. Certains évoquent les facteurs aussi de l'inadaptation de la fiscalité, du développement des entreprises, d'une sous-exploitation du bâti, logement, bureaux vides, résidences secondaires, lits froids dans le cas de la montagne, et mauvaise peut-être gestion ou absence parfois de gestion des postes friches industriels. Donc, il y a eu une première vague avec des textes pour déjà adapter tout ceci. D'abord, à part d'une objurgation de respecter le zéro artificialisation net ces dernières années,
il y a eu un rapport au ministre de la Transition écologique et solidaire et à celui de la cohésion des territoires sur les ordres artificialisation nette. Donc une première étude, puis un rapport qui ont été assez intéressants et qui proposaient différentes choses. Mais c'est surtout depuis 12 ans que l'on a un début de traduction juridique à tout ceci. Et là, Nico, toi, tu as commencé à voir ce paramètre comme étant un paramètre tout à fait important depuis la loi de 2010. Alors effectivement, puisque la loi du 12 juillet 2010, dite Grenelle 2 de l'environnement, a imposé des nouveaux objectifs qui tendent et qui sont reliés à l'objectif de zéro artificialisation des sols, à savoir que dès 2010 est posé dans le code de l'urbanisme un objectif pour les documents d'urbanisme de modérer la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers, et avec un mécanisme juridique qui a été mis en place dans la loi, mais avec un petit décalage dans le temps, puisque dès le Grenelle 2 prévoit qu'à partir du 1er janvier 2017, pour les territoires qui ne sont pas couverts par un SCOT, il leur sera interdit d'ouvrir à l'urbanisation de nouvelles zones, y compris les zones AU délimitées après le 1er juillet 2002. Et pareil, les communes, enfin les territoires qui ne sont pas couverts par un SCOT ne pourraient plus autoriser des nouvelles exploitations commerciales, délivrer de nouvelles autorisations d'exploitation commerciale pour des projets supérieurs à 1000 m² de superficie. Alors, le but de ce mécanisme dans la loi du Grenelle 2, c'est surtout d'essayer de faire en sorte qu'un maximum de territoires sont couverts par un SCOT qui devra prévoir un objectif de modération de consommation des espaces qui ne sont pas urbanisés. Et on retrouve donc parmi les quelques articles du Code de l'urbanisme liés à ce Grenelle 2, donc on voit bien que les communes, par exemple, où il y a la petite flèche rouge là, les communes qui ne sont pas couvertes par un SCOT, le Code de l'urbanisme prévoit que le PLU ne pourra pas être modifié ou révisé pour ouvrir à l'urbanisation de nouvelles zones du fait de l'absence de SCOT, en fait. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et donc, vous avez ici la retranscription dans le Code de l'urbanisme de ce qui vient d'être dit. Alors, évidemment, il y a des dérogations qui pouvaient être accordées par le préfet. Et autre mécanisme aussi toujours incitatif pour inciter les collectivités à se doter d'un SCOT qui pourra justement instaurer, prévoir cet objectif de modération de la consommation des espaces. Ce sont certaines procédures qui permettaient au préfet de lancer une procédure pour que les collectivités compétentes, donc à l'échelle intercommunale, puissent délibérer et déterminer un périmètre de SCOT, soit même d'étendre un périmètre existant, l'idée étant que le préfet devait avoir la main pour pouvoir inciter les collectivités à se doter d'un SCOT le plus rapidement possible. Alors, on a eu dans les années 2017, 19 et 20 un grand nombre de circulaires et d'instructions. On vous les en a indiqué un certain nombre à l'écran. Prenons par exemple cette instruction du gouvernement du 29 juillet 2019. Et là, l'État commence à se dire, bon, finalement, on va mettre en œuvre quoi? On va mettre en œuvre les procédures, notamment donc celles qui sortaient de la loi Elan et autres, c'est-à-dire les ORT, les grandes opérations d'urbanisme, lutte ferme contre les logements vacants, et puis sinon, on évoquait d'autres éléments qui sont l'insertion dans les SRADET, ou les équivalents, SDRIF, SAR, PADUC, et priorité à la densification et la priorité des secteurs desservis par les transports équipements collectifs pour éviter que l'on ait un étalement urbain entraînant de nouveaux réseaux
eau, assainissement, réseau de transport et autres, alors que là, pour le coup, on a comme l'idée de densifier, d'éviter les erreurs d'artificialisation, mais aussi un étalement trop tentaculaire de réseaux avec peu d'usagers ou d'habitants derrière. Mais il y a eu pas mal d'autres éléments à côté, par exemple des rénovations des questions de trame verte et trame bleue, des questions de continuité écologique, donc continuité écologique qui donne lieu à beaucoup de débats et de tensions s'agissant des cours d'eau, mais également donc de ces notamment trames vertes. Et une intense production de différents éléments. On a évoqué tout à l'heure un rapport qui est devenu ensuite à une étude sur le zéro artificialisation nette, avec cette fois-ci des leviers pour protéger les sols et toute série d'outils. Sauf que ces outils, ORT et autres, sont quand même limités à quelques cas assez particuliers. Et en réalité, c'est par les PLU, les SCOT et les pouvoirs des préfets qu'on allait surtout agir. Ce qui fait que d'ailleurs, on s'est retrouvé avec l'insertion du ZAN dans les SCOT, n'est-ce pas Nicolas? Alors, effectivement, une étape importante, ce sont l'ordonnance du 17 juin 2020 qui a modernisé le contenu des SCOT. Alors l'ordonnance n'est pas consacrée spécifiquement à la lutte contre l'artificialisation des sols, mais elle est quand même intéressante puisque dans le toilettage du contenu des SCOT, il y a l'insertion, l'obligation maintenant de faire figurer dans cette partie du SCOT qui maintenant s'appelle projet d'aménagement stratégique et qui a remplacé le PADD. Donc ce projet d'aménagement stratégique doit prévoir parmi ces différents objectifs, les objectifs de développement d'aménagement du territoire, ça c'est quelque chose de plutôt classique, mais l'ordonnance de 2020 pose le principe selon lequel maintenant le SCOT doit prévoir comme objectif de favoriser un équilibre entre l'utilisation des sols, ça on le savait déjà, mais instaure et dit très clairement que le SCOT doit promouvoir une gestion économe de l'espace limitant l'artificialisation des sols. Donc on n'est pas sur le zéro artificialisation des sols encore, mais on est sur l'idée de limiter autant que faire se peut l'artificialisation des sols dans le contenu et parmi les objectifs fixés par un SCOT. Et toujours dans l'idée de dire, bon, bah, on va fortement bloquer ceux qui veulent artificialiser sans en faire encore à l'époque une obligation totalement légale. Il y avait aussi une autre instruction du 24 août 2020 du Premier ministre qui disait, ah bah, si j'ai un projet qui ne va pas vers le zéro artificialisation nette, en aménagement commercial, donc commercial, eh bien, vigilance du préfet et renvoi systématique en commission nationale, en CNAC, ce qui était une manière, là aussi, de faire une forte pression pour qu'il y ait d'aménagement commercial que sur des zones déjà urbanisées, par exemple des friches, par exemple, ou avec une renaturation du même nombre d'hectares que ceux qu'on va mettre en aménagement commercial. Typiquement forêt urbaine, etc. etc. L'affaire a été de nouveau relancée cette fois-ci avec la Convention citoyenne pour le climat, puisque pas moins de 13 propositions ont été dédiées à cette question d'artificialisation des sols. Artificialisation des sols qui ne concerne pas que l'urbanisme. Hein. On sait tous très bien qu'en réalité, il y a une artificialisation des sols aussi en fonction notamment des pratiques agricoles ou d'entretien d'espaces verts, bien sûr. Alors concrètement, ça donnait quoi et quels étaient en réalité les outils notamment des préfets, au-delà de ce qu'on a évoqué sur l'aménagement commercial, pour freiner ceux des projets qui envisageaient une artificialisation des sols jugée excessive par l'État? Alors concrètement, sur certaines parties du territoire, on a pu constater une pratique de la part de services de l'État de grogner en quelque sorte lors des procédures d'élaboration ou de révision de PLU qui, aux yeux de l'État, consommaient beaucoup trop d'espace et du coup avec une attitude
plutôt défavorable, voire hostile de la part des services de l'État lors de réunions préparatoires sur les documents d'urbanisme, manifestant leur réprobation de la consommation foncière telle qu'elle était prévue par le projet de document. D'ailleurs, concrètement, ça posait toute une série de difficultés parce que beaucoup d'urbanistes ont commencé à réfléchir. Si je dois faire des artificialisations nettes, pour peu en plus que je doive retravailler sur le verdissement et la désimperméabilisation des sols en ville, est-ce que j'ai pas intérêt, par exemple, quand même à faire des nouvelles extensions urbaines, mais en centre-ville, par exemple, faire de la forêt urbaine ou de la renaturation? Enfin, on est loin d'être sur des choses faciles à faire. Est-ce que je travaille sur les friches? Oui, bien sûr, clairement. Mais dans ces cas-là, il y a un coût de dépollution énorme. Donc, à la limite, la friche industrielle, plutôt que de la remettre, par exemple, en habitat, ce qui entraîne une dépollution extrêmement intensive, est-ce que ce n'est pas des territoires où je vais faire une dépollution un peu plus limitée parce que je vais faire une renaturation et derrière, je réaménage? Oui, mais ça dépend de mes transports, ça dépend de mes politiques en matière d'unité, de pluralité de centre-ville, etc., etc. Donc, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'un peu partout, on travaille sur un peu plus de verticalité. La reconquête de centres-villes, il y a des centres-villes en vraie déshérence et d'autres qui sont regentrifiés, mais d'autres qui sont en vraie déshérence, je ne sais pas, Fontenay-le-Comte, etc. par exemple. Politique de dents creuses, notamment dans les zones à forte tension d'aménagement comme le littoral ou les grandes agglomérations. Donc on se retrouve avec une réflexion sur le fond et qui donne lieu à pas mal d'études intéressantes en ce moment d'ailleurs. Et les préfets, de leur côté, ont utilisé les outils ou ont invité à utiliser les outils de la loi Elan. Alors effectivement, là aussi, sur certains territoires, hein, pas partout, mais on a pu le voir, les représentants de l'État utiliser les outils mis à leur disposition pour piloter des grandes opérations d'aménagement d'urbanisme, comme par exemple les GOU, c'est pas très beau, c'est les grandes opérations d'urbanisme prévues par la loi Elan ou les outils de revitalisation du territoire. Pour justement essayer de réaliser des opérations d'aménagement, mais en limitant toujours la consommation des sols, en tout cas en modérant la consommation foncière, dans un but de limiter l'artificialisation de nouveaux territoires. Et dans le pire des cas, il a pu arriver que les services de l'État utilisent les outils qui sont à leur disposition pour bloquer des procédures, notamment d'élaboration de SCOT, au motif que la consommation foncière prévue par les documents était trop excessive et méconnaissait cet objectif de modération de la consommation. Donc en clair, quand l'État estimait qu'on était trop chronophage, enfin trop consommateur de terres naturelles ou agricoles, évidemment, ils ont des pouvoirs de possibilité de bloquer et on peut attaquer, mais ça prend du temps. Puis est intervenue la loi climat résilience. Et là, on commence à se rapprocher du droit existant. Alors, effectivement, donc la loi climat résilience, c'est la loi du 22 août 2021, hein, loi assez imposante par sa taille, puisqu'elle concerne vaste domaine juridique. Mais en urbanisme, cette loi est importante puisque elle va tout d'abord, parmi les grands objectifs du droit de l'urbanisme et qui sont en tête de chapitre dans le Code de l'urbanisme, elle va insérer parmi ces objectifs la lutte contre l'artificialisation des sols. Donc l'expression apparaît très clairement dans le Code de l'urbanisme et c'est un objectif important que toutes les collectivités doivent respecter, que ce soit dans leurs documents d'urbanisme, mais que ce soit aussi au stade de la délivrance des autorisations,
que c'est un objectif général du droit d'urbanisme de lutter contre l'artificialisation des sols. Et alors, toutefois, le législateur décline tout de suite ce qu'il entend par cet objectif, qui va être de limiter en fait l'artificialisation des sols, de la réduire de 50% sur les 10 prochaines années par rapport à ce qui s'est fait au cours des années précédentes. Donc, c'est un peu un raccourci de dire que la loi a posé le principe du zéro artificialisation des sols. Dans l'immédiat, ce n'est pas tout à fait exact, puisque dans l'immédiat, ce que prévoit le législateur, c'est une réduction de l'artificialisation des sols sur les 10 prochaines années, et réduction de 50%, qui est l'objectif à atteindre. Alors, toutefois, cet objectif est en quelque sorte à relativiser, puisque dans la foulée, le législateur a prévu qu'il pouvait intervenir à nouveau pour moduler cet objectif en fonction de ce qui va être pratiqué dans les années à venir. En tout cas, cet objectif est important puisque ça veut dire que maintenant, les documents d'urbanisme vont devoir intégrer cet objectif à un calendrier que l'on va voir justement, mais l'idée est qu'il va falloir prévoir dans les documents d'urbanisme des moyens de limiter l'artificialisation des sols, en tout cas de la réduire par rapport à ce qu'on a fait jusque-là, pour atteindre cet objectif de 50% de réduction sur les 10 prochaines années. Avec l'objectif final posé par le législateur, qui est qu'il y ait une absence totale d'artificialisation des sols d'ici 2050. Donc là, c'est l'objectif à long terme à atteindre. Alors, concrètement, cet objectif de limiter l'artificialisation des sols sur les 10 prochaines années doit être retranscrit dans tous les documents d'urbanisme existants, puisque la loi climat et résilience prévoit que cet objectif va devoir être intégré dans les STRADET, par exemple, dans les schémas d'aménagement régionaux, dans le SDRIF pour l'Île-de-France, dans le document d'urbanisme spécifique à l'aménagement de la Corse. Et il va falloir aller vite, puisque le législateur a prévu que le mécanisme d'inscription de ces objectifs dans ces documents doit être enclenché au 22 août 2022 pour se terminer au plus tard le 22 août 2023. Donc finalement, la fenêtre de tir est assez réduite, puisqu'il faudra qu'au 22 août 2023, les différents documents que l'on vient de voir intègrent cet objectif de réduire l'artificialisation des sols. Et on va voir tout à l'heure que la loi 3DS a assoupli tout ceci, mais très très à la marge, on le verra tout à l'heure. Effectivement. Et on retrouve cette même idée d'intégrer ces objectifs dans les différents documents d'urbanisme, puisque la loi climat et résilience prévoit que cet objectif de réduction de l'artificialisation des sols devra figurer dans les SCOT dans un délai de 5 ans, jusqu'au 22 août 2026, et dans les documents d'urbanisme qui se situent en dessous, à savoir les PLU communaux ou intercommunaux ou les cartes communales, il faudra que cet objectif soit inscrit dans ces documents dans un délai de 6 ans, donc au 22 août 2027 maximum. Alors, voilà pour ce qu'a prévu le législateur pour intégrer cet objectif dans les documents d'urbanisme. Et afin d'être assuré que ce mécanisme-là allait bien être respecté par les collectivités, le législateur a prévu des mécanismes qui sont plus qu'incitatifs, ces mécanismes, on peut même qualifier de coercitifs, puisqu'il a prévu des sanctions applicables si jamais les objectifs n'étaient pas insérés dans les documents d'urbanisme dans le respect des échéances que je viens d'évoquer. Alors, quels sont ces mécanismes qu'a prévu le législateur? Eh bien, par exemple, la loi climat et résilience prévoit que si l'objectif de réduction de l'artificialisation des sols
ne figure pas dans les SCOT dans le délai qu'on vient de voir, eh bien, toute ouverture à l'urbanisation au sein du SCOT sera suspendue de plein droit. Et on retrouve la même idée pour les PLU et pour les cartes communales, puisque là, le législateur a prévu que si les PLU ou les cartes communales modifiées pour intégrer l'objectif de réduction de l'artificialisation, si ces documents d'urbanisme n'ont pas été modifiés en temps et en heure, eh bien, les collectivités ne pourront plus délivrer d'autorisation d'urbanisme, concrètement de permis de construire, dans les zones à urbaniser des PLU ou dans les zones constructives des cartes communales, tant que le document d'urbanisme n'a pas été mis au carré et a intégré cet objectif de lutte contre l'artificialisation des sols. Donc on a un mécanisme juridique là assez contraignant, puisque finalement la collectivité qui joue pas le jeu va se retrouver bloquée dans la délivrance de ces autorisations d'urbanisme tant qu'elle n'aura pas adapté le document. On est passé de si j'artificialise, le préfet va me bloquer, retarder mes projets, et ça peut être une catastrophe, à ça va être illégal et ça va être bloqué, ce qui est quand même plus violent. Oui, mais c'est quoi l'artificialisation et est-ce que ça se calcule en solde si je remets des espaces à renaturer, voire réensauvager dans des cas extrêmes qui consistent à remettre un espace avec des réintroductions d'espèces végétales, animales originelles et à le remettre fermé ensuite le plus possible à l'humain. Mais du coup, de quel concept parlons-nous? Et là aussi, la loi est intervenue pour définir tout ceci, n'est-ce pas, Nicolas? Alors effectivement, là, on peut saluer la volonté du législateur qui a donné une définition de l'artificialisation des sols, qui en a donné une définition juridique, qui au moins a le mérite de clarifier les choses, et nous dit que l'artificialisation des sols, c'est l'opération qui entraîne une altération durable des fonctions écologiques d'un sol, que ce soit les fonctions biologiques, hydriques, climatiques, ou bien l'altération du potentiel agronomique d'un terrain en raison de l'occupation ou de l'usage de la parcelle. Alors là, c'est ce qu'on va appeler l'artificialisation brute, et c'est important de bien préciser cela, on va voir tout à l'heure pourquoi. Alors, cette définition, elle a le mérite déjà d'exister et c'est bien. Elle va donner lieu quand même à des débats, à mon avis, qui vont vite être délicats et qui vont donner lieu à une jurisprudence qui sera très attendue, puisque, par exemple, savoir ce que c'est une altération des fonctions écologiques d'un sol peut prêter à débat, et une altération durable, à partir de quand l'altération va-t-elle être considérée comme étant durable? Là, ça sera très probablement peut-être au service de l'État de le préciser dans des textes type circulaire ou autre, ou bien très vraisemblablement, ça sera la jurisprudence qui précisera ce qu'il faut entendre par altération durable. Tu as bien raison de te poser ces questions parce que moi j'étais en train, en t'écoutant, de réfléchir, et à chaque fois que je vois ce texte, je me dis, quand je passe par exemple d'un espace naturel qui est avec une très grande biodiversité et que j'y mets une culture avec un seul type d'essence végétale, en réalité, j'en altère durablement une partie des fonctions écologiques du sol, notamment si je traite aux pesticides, ou tout de même sans traiter aux pesticides. Si j'ai qu'une seule essence, très souvent, j'entraînerai telle ou telle évolution des sols, une acidification ou autre, qui vont considérablement altérer ces fonctions écologiques et dans certains cas même totalement tuer la biodiversité qui s'y trouve. Donc, et accessoirement avoir des sols qui seront lessivables. Donc c'est vrai que l'artificialisation des sols ainsi définie pourrait même concerner des pratiques agricoles en réalité. Bon, mais c'est de l'artificialisation brute, c'est ça? Alors, tout à fait. Et la loi climat et résilience distingue cette artificialisation brute de l'artificialisation nette, qui, elle, est juridiquement très importante, puisque l'artificialisation nette d'un sol, ça va être un solde, en fait,
Ça va être le solde entre ce qu'on permet d'artificialiser de façon brute, mais cette superficie artificialisée, on va déduire la superficie qu'on va renaturer par ailleurs sur un autre périmètre, et l'artificialisation nette va être ce solde-là. Et c'est important puisque ça veut bien dire que la lutte contre l'artificialisation des sols posée par la loi doit s'appréhender en prenant en compte non seulement les terrains que je vais ouvrir à la construction, que je vais ouvrir à l'urbanisation et qui, eux, sont artificialisés, mais je vais devoir tenir compte des espaces que peut-être je redonne à la nature, que je renature en quelque sorte, et c'est comme cela que je vais apprécier si l'objectif de réduction de l'artificialisation des sols sur les 10 prochaines années est atteint ou pas. Y compris pour des problématiques de ruissellement et d'eau pluviale urbaine, il y a beaucoup de territoires qui travaillent à limiter l'imperméabilisation même des sols, même quand on a du bâti avec voirie, trottoir, etc. Mais c'est vrai que pour des raisons notamment de réchauffement climatique, on a pas mal de grandes métropoles notamment qui retravaillent à ce que certains espaces soient mis en forêt urbaine. C'était très à la mode lors des dernières municipales avant d'être assez abandonné ensuite. Mais il y a comme pas mal de territoires où on retravaille pas seulement à planter des arbres ici ou là, mais à mettre effectivement des carrés de verdure, quitte à gérer une extension urbaine ailleurs. Sauf qu'évidemment, ça ne se conçoit en général que quand on est à l'échelle intercommunale, parce que sinon, ça entraîne des enjeux majeurs de déplacement de population et de recettes fiscales, bien sûr. Alors, l'autre intérêt aussi de ces définitions, et Eric, si on peut revenir à la diapo précédente, Pardon. pour évoquer ce point-là, merci, c'est que le législateur aussi, et là il faut vraiment saluer cette démarche, a aussi précisé comment on devait considérer les surfaces artificialisées à un instant T lorsque on prépare un document d'urbanisme. Et c'est important puisque pour dire qu'il y a une réduction d'artificialisation, il faut savoir déjà combien j'ai de superficie artificialisée sur mon territoire. Et là, le législateur a donné une grille puisque les pratiques sur la question n'étaient pas toujours homogènes. En tout cas, nous dit que dans un document d'urbanisme, pour considérer qu'une surface est artificialisée, donc dans mon bilan des territoires, enfin dans mon bilan des superficies, je vais pouvoir comme ça me baser dessus. Donc je considère que dans mon document d'urbanisme sont des surfaces déjà artificialisées, les surfaces dont les sols sont imperméabilisés en raison du bâti ou d'un revêtement, ou bien les sols qui sont stabilisés ou compactés ou constitués de matériaux composites. Et là, c'est intéressant puisque ça veut dire que parfois les petites collines que l'on voit et qui ont vraiment un aspect végétal et naturel peuvent être considérées comme étant en réalité artificialisées si elles ont été compactées, si ces collines sont constituées de terres qui sont compactées ou composées de matériaux composites, comme nous dit la loi. Et là, évidemment, ça peut inclure parfois ces terres dans lesquelles on a entassé quelques tonnes de déchets divers, et ça fait ces petites collines végétales que l'on voit le long de certaines routes. Et là, c'est intéressant puisque le législateur donne une grille et dit voilà, dans le calcul de vos territoires déjà artificialisés, voilà ce que vous devez utiliser comme critère. Alors, on revient donc à l'objectif de réduction de l'artificialisation des sols sur les 10 prochaines années. Donc, comme je l'ai dit, cet objectif doit être inscrit dans tous les documents d'urbanisme existants avec des délais variables en fonction des documents. Ce qui est intéressant, c'est que le législateur prévoit que
pour atteindre cet objectif dans le respect des délais, les collectivités pourront recourir à la procédure de modification simplifiée, donc qui est la procédure la plus rapide à mettre en place pour adapter le document d'urbanisme. Et l'autre volet de cette loi climat et résilience par rapport à cet objectif, c'est aussi de prendre en compte, d'avoir certaines dispositions spécifiques à l'aménagement commercial. Et avec une règle de base qui est que les commissions d'aménagement commercial, que ce soit les commissions départementales ou bien la commission nationale, lorsqu'elles vont se pencher sur les dossiers de demande d'autorisation d'exploitation commerciale, parmi les critères d'appréciation du projet, désormais figurera nécessairement le critère de l'importance de l'artificialisation des sols issus du projet. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus le demandeur de l'autorisation d'exploiter commerciale va artificialiser les sols, moins il y aura de chances d'obtenir son autorisation. En fait, c'est comme cela qu'il faut comprendre cette disposition. En tout cas, alors, cette prise en compte peut sembler un peu floue, mais le code de commerce, lui, introduit par cette loi, est encore un peu plus strict dans sa formulation, c'est ça? Alors, effectivement, puisque dans cette prise en compte de l'artificialisation des sols, il y a un principe général, on va voir qu'il y a des exceptions, mais il y a un principe général qui est posé, c'est que normalement, on ne pourra pas autoriser des nouveaux projets, enfin délivrer une autorisation d'exploitation commerciale si le projet entraîne une artificialisation des sols. Donc le principe, c'est que, en principe, une autorisation d'exploitation commerciale doit s'accompagner de zéro artificialisation des sols. Alors tu parlais de dérogation, on y va. Alors oui, effectivement, donc le législateur a quand même prévu des dérogations à cette interdiction de principe. Alors, en disant, voilà, sur les projets de dimension raisonnable, moins de 10 000 m2, ou si le projet concerne des projets de plus de 10 000 m2, mais concerne leur extension de moins de 1 000 m2. En tout cas, pour les projets d'aménagement commerciaux sur des petites surfaces, on pourra déroger à cette interdiction, c'est-à-dire autoriser un projet qui entraîne une artificialisation des sols, si le projet est dans la continuité des espaces urbanisés, donc dans la continuité de l'urbanisation existante, et si le projet répond aux besoins du territoire, c'est-à-dire que là, il faudra vraiment qu'il y ait un besoin économique d'accueil de ces nouvelles activités commerciales. Mais également, ce que prévoit la loi, c'est que les communes, à travers les conseils municipaux, pourront désormais, si elles sont saisies d'un projet qui entraîne une artificialisation des sols, projet d'aménagement commercial, même si le projet est sur une superficie de moins de 1000 m2, et je rappelle que le seuil de 1000 m2 est important parce que c'est le seuil qui déclenche l'obligation de consulter la CDAC ou la CNAC, même pour les projets qui seront inférieurs à ces seuils, s'ils entraînent une artificialisation des sols, le conseil municipal pourra, c'est une faculté, ce n'est pas une obligation, mais pourra saisir la CDAC pour solliciter son avis sur sur l'intérêt public, l'intérêt communal du projet et sur le respect de l'objectif de zéro artificialisation. Et avec un petit rapport tous les 3 ans. Également, la loi prévoit que toujours du côté des communes ou bien des intercommunalités, si l'intercommunalité a la compétence PLU, il y aura un rapport à présenter tous les 3 ans devant l'organe délibérant. Donc l'exécutif devra présenter tous les 3 ans un rapport consacré à l'artificialisation des sols sur les années précédentes, c'est-à-dire dresser le bilan tout simplement de qu'est-ce qui a été fait pour lutter contre l'artificialisation des sols. Alors là, ça reste quand même très souple puisque le législateur prévoit que qu'est-ce qu'on va faire de ce rapport déposé par l'exécutif?
là, prévoit que les élus pourront en débattre, voire même faire un vote là-dessus, mais il n'y a pas réellement de conséquences, juridiques. En Oui, et revanche, en plus, il y aura l'illégalité de la décision consistant à ne pas le faire. Bon, voilà. ça c'est toute la question, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passera si l'exécutif local ne dépose pas ce rapport dans le délai de 3 ans, ou quelles conséquences juridiques faudra-t-il en tirer? C'est plus de l'information, Ouais. je pense, qu'autre chose. Et puis, toujours cette loi complète ce travail définitoire avec la notion de consommation d'espace naturel. Alors effectivement, là aussi, et c'est quelque chose qu'il faut saluer, c'est que la loi climat et résilience aussi nous dit ce que l'on doit comprendre comme étant la consommation d'espaces naturels agricoles et forestiers. Et c'est important, hein, quand on travaille sur un document d'urbanisme, de pouvoir calculer la consommation foncière. Et là aussi, les interprétations et les pratiques n'étaient pas toujours homogènes sur le territoire national. Donc le législateur est venu préciser et nous dit que la consommation d'espaces naturels agricoles et forestiers, c'est la création ou l'extension effective d'espaces urbanisés sur le territoire concerné. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez sur votre territoire des zones AU existantes, elles ne sont pas à prendre en compte dans la consommation des espaces si vous faites votre document, puisque le législateur a bien dit que la consommation, c'est la création de nouveaux espaces euh, et non pas la prise en compte de ceux qui étaient déjà existants. Et toujours dans cette idée de lutter contre l'artificialisation des sols, et là même plus général, l'urbanisation des sols, c'est l'idée, on l'a trouvé déjà un petit peu dans différentes dispositions du Code de l'urbanisme, que le PADD, d'un document d'urbanisme, donc d'un PLU, ne pourra ouvrir à l'urbanisation des espaces naturels agricoles ou forestiers que si les espaces urbanisés ont effectivement déjà été utilisés. Donc c'est l'idée, la philosophie peut être résumée de la façon suivante. Construisez déjà là où vous pouvez construire avant de créer de nouveaux terrains constructibles. Et donc c'est très clairement affiché la volonté de privilégier la construction sur les dents creuses plutôt que de créer de nouvelles zones U ou AU sur d'autres parties du territoire. Et de même, dans les documents d'urbanisme, on retrouve toujours cet objectif de lutte contre l'ouverture à l'urbanisation, avec les OAP, les orientations d'aménagement et de programmation, puisqu'elles sont enrichies, et elles devront maintenant, là ça va être une obligation, prévoir un échéancier pour l'ouverture à l'urbanisation et l'aménagement des zones AU. Donc il faudra qu'il y ait un calendrier prévu concrètement de comment on utilise les zones AU existantes. Et le délai qui était posé de 9 ans pour urbaniser une zone AU est ramené à 6 ans désormais. Donc les territoires qui ont des zones AU, terrains qui n'ont pas encore été aménagés ou urbanisés, etc., maintenant vont devoir faire cela dans un délai de 6 ans, l'indiquer dans leurs OAP avec un calendrier, et les OAP devront également indiquer les actions et opérations qui sont prévues par la collectivité pour valoriser les continuités écologiques. Donc, là aussi, l'idée, c'est toujours la même, c'est de réduire et contrôler autant que faire se peut l'urbanisation du territoire. Et pour les zones fortement urbanisées, donc celles qui rencontrent une densification importante, là aussi, la loi climat et résilience prévoit que le PLU devra désormais contenir des dispositions spécifiques, arrêter des secteurs, et dans ces secteurs, il devra y avoir une part minimale de surface
non imperméabilisés ou éco-aménageables. C'est l'idée dans les villes où il y a une densité assez importante, c'est l'idée que le PLU devra prévoir des espaces de respiration pour éviter une urbanisation excessive. Alors, donc tout le monde est dans le starting block. Le calendrier est très légèrement aménagé par la loi 3DS, on va l'évoquer. Mais pour ça, on attend aussi 3 décrets qui sont en cours de consultation de mémoire, c'est le 25 mars. Donc, vous pouvez encore aller en ligne pour donner votre avis sur ces 3 projets de décret. Le premier projet de décret approfondit les définitions que nous avons vues d'artificialisation des sols pour le suivi des objectifs dans les documents de planification et d'urbanisme. On a vu que ces définitions avaient le mérite d'exister contrairement auparavant, mais qu'elles pouvaient donner lieu à quelques débats. Donc, ceci est précisé par le projet de décret numéro 1. Le deuxième, intègre dans les SRADET ou les équivalents que sont PADUX, DRIF et SAR. Quelle intégration de ces objectifs? Et le troisième, moins central, c'est sur ce fameux rapport triennal. Donc, on attend ces décrets, fin de la consultation le 25 mars, donc tout à fait fin mars ou début avril, nous aurons les décrets donc à la fin de probablement juste avant la période de fin de fonction du gouvernement en cours. Alors, évidemment, il y a quelques débats et le gouvernement signale toujours qu'il y a tout un travail de cartographie qu'il fait sur les friches qui est important, mais qu'il n'est pas le seul à le faire, hein. L'ex-IAURIF le fait en Ile-de-France, enfin, il y a tout un travail qui est fait, mais qu'il y a le financement aussi des fonds friches pour gérer ceci. Plus largement, la loi de finances pour 2021 avait ouvert des crédits plus largement sur la notion d'aide à la relance et à la construction durable, qui a donné lieu à un décret du 11 août et à un arrêté du 12 août fixant ces financements, notamment sur le fonds friche. Les montants ont été définitivement fixés par un arrêté du 25 octobre 2021 sur 2022, ça a été reconduit avec un abondement de 100 millions d'euros supplémentaires pour le fonds de recyclage des friches et donc 30 nouveaux lauréats pour 2 appels à projets dans ce cadre-là. Autre texte de droit plus léger que les lois que nous avons vues, une circulaire interministérielle a été faite qui, en fait, reprenait ce qui allait postérieurement être la loi 3DS, mais c'est parce qu'on savait que le texte avait donné une CMP positive, conclusive, définissant qu'il faut faire un lien avec les contrats de relance et de transition écologique, les fameux CRTE, remettant ceci en perspective avec les outils issus de la loi Elan, que sont les opérations de revitalisation des territoires rénovées par la loi 3DS et les PPA, projets partenariaux d'aménagement, outils de planification locale, l'intérêt de faire des PLUI, etc., etc. Mais surtout, rappelant que l'accompagnement de l'État prend la forme, et c'est des points importants, des actions cœur de ville, notamment fonds friches, notamment donc des choses portées par la Caisse et l'État. J'attire votre attention d'ailleurs sur le fait qu'a été diffusé à fin 2021 un guide pratique pour limiter l'artificialisation des sols, qui en droit ne dira pas plus de choses que ce qu'on vient de vous dire et même moins, mais qui est assez riche de pas mal de compléments techniques sur les modalités concrètes de désimperméabilisation, de renaturation, les différentes réflexions urbaines, etc. Il y a beaucoup d'acteurs qui ont fait des travaux là-dessus, le JPPO par exemple aussi, du ministère, etc. Et puis, vous avez donc la loi 3DS. La loi 3DS, elle ne change pas énormément de choses. On a vu tout à l'heure, Nicolas vous a présenté le calendrier issu de la loi climat résilience. Eh bien, il n'y a que ce qui est en rouge ici qui change. L'absence totale d'artificialisation des sols en 2050, inchangée. Sauf que Nicolas Goguenard, à juste titre, vous dira, bah, enfin, d'ici à 2050, la loi, elle aura encore changé plein de fois. Oui, certes. Transposition de ce principe. C'est pas exclure, en effet.
Ça a toujours été t'as toujours invité les clients à avoir beaucoup de prudence sur ce qui dépasse quelques années de ce point de vue-là, et l'histoire législative t'a donné raison. Transposition de ce principe au sein des différents documents de planification, ok, donc SRADET, PADUC, SAR, SDRIF, en dessous SCOT, puis à terme PLU, PLUI, oui, bien sûr, c'est inchangé. La seule chose qui a changé, c'est qu'on a 6 mois de plus pour les objectifs régionaux du ZAN au sein des SRADET, SAR, SDRIF et PADUC. On a 6 mois de plus. Mais l'objectif final de finalisation du 22 août 2023, lui, n'a pas changé. Donc, c'est juste au démarrage qu'on a un petit peu de délai, pas à l'atterrissage. Et les objectifs de 2026 pour les SCOT et 2027 pour les PLU et PLUI n'a pas changé. Il y a quelques ajustements, par contre, sur les questions d'autorisation d'exploitation commerciale et de prise en compte de l'artificialisation des sols, mais on est sur des choses qui restent relativement marginales, n'est-ce pas, Nicolas? Oui, oui, tout à fait. Alors, surtout la loi du 21 février 2022 a instauré, c'est un mécanisme expérimental dans certains territoires qui ont conclu avec l'État une convention d'opération de revitalisation et qui sont soumis donc à cette procédure expérimentale. Dans ce cas-là, il y aura donc on reste sur l'interdiction de principe que j'évoquais tout à l'heure, hein, sur l'aménagement commercial. En principe, pas d'autorisation qui entraîne une artificialisation des sols, mais voilà, à titre expérimental, il pourra y avoir des dérogations après avis favorable de la CDAC et voir avec l'accord du préfet pour prendre en compte, je pense, la convention d'opération de revitalisation du territoire que l'on vient de conclure. Donc, il y a un mécanisme expérimental qui vise déjà à déroger à l'interdiction de principe, en quelque sorte. Bon, une circulaire ensuite sur la mise en œuvre de climat résilience telle que ainsi modifiée, mais qui ne fait que rappeler ceci, mais on voulait vous donner à chaque fois tous les textes, y compris les circulaires qui se retrouvent ensuite à l'État. Et là, on vous a mis un certain nombre d'extraits de cette circulaire. Et là, on vous a mis le texte brut sur ce qui est demandé au préfet. Hein, communiquer aux élus et s'assurer que tout ceci sera respecté. Les accompagner dans la territorialisation de l'objectif concerné, travailler sur la participation à la conférence des présidents de SCOT pour qu'en gros on ait bien une réflexion collégiale à une large échelle en s'appuyant sur le bilan de la consommation des espaces dans le passé. Notamment pour calculer les fameux 50% sur les 10 ans à venir. Il faut bien qu'on ait une idée rétrospective assez claire de combien d'espace on a consommé pour de vrai antérieurement. Et puis, évidemment, mise en œuvre de tout ceci. Donc, on a des formulations qui sont des invitations assez fortes. Mais il y a d'autres invitations qui peuvent être envisagées. Par exemple, l'invitation à nous poser des questions, puisque nous en sommes à la fin, dans l'heure qui était prévue, de la présentation de cette formation dont le support sera téléchargeable au bon soin de la Gazette. Allez, les questions. Merci beaucoup à tous les deux. Alors, on a beaucoup de questions. Dans le temps imparti, on va peut-être pas pouvoir répondre à tout, mais je vous les ferai parvenir, cher maître. Et puis, il y a des questions qui sont assez spécifiques, donc qu'on ne va peut-être pas évoquer là, puisqu'elles sont très spécifiques à des collectivités en particulier. Vous posez des questions à vos avocats préférés. Exactement, voilà. Alors, on a eu pas mal de… Alors, au début de la présentation, vous avez présenté des chiffres qui étaient assez anciens puisqu'ils dataient visiblement d'il y a 7 ans. Et donc, on a une question sur les observatoires d'artificialisation des sols. Est-ce qu'aujourd'hui, ils sont développés sur tout le territoire? Très inégal. Très inégal. Très inégal. Et j'ai commencé par des chiffres anciens et d'autres qui l'étaient moins quand même. Donc là, on a un rapport du 12 mai 2021 et c'était les chiffres les plus récents qu'ils avaient.
donc 2021 n'est quand même pas, voilà, mais qui étaient des chiffres d'évolution 2008-2018. Vous allez me dire, ah ben oui, mais pourquoi remonter à 2008? Mais parce qu'on est bien sur, prendre les 10 dernières années. Donc, ils ont pris les 10 dernières années glissantes qu'ils avaient disponibles. Ensuite, là, 2016, oui, c'est un peu ancien, mais cet atlas, je voulais vraiment vous donner les références parce que cet atlas, je vous ai mis les cartes de France, mais vous avez ensuite des déclinaisons régionales, il est très intéressant et très bien, et il montre la différenciation du territoire. Mais ensuite, quand vous allez reprendre les documents qui sont ici, celui-ci, et celui-ci-là, qui sont en fait la même chose, hein, qui a été décliné et complété pour aboutir à octobre 2019, ce qui est quand même pas totalement l'Antiquité tardive, vous avez là pas mal de chiffres aussi qui sont intéressants et sur lesquels j'attire votre attention. Mais les observatoires, hélas, en clair, non seulement, j'ai beaucoup travaillé notamment sur les friches et j'ai d'ailleurs pour la Gazette fait une formation sur ce point précis. Et par exemple, rien que l'identification des friches susceptibles d'être converties donne lieu à des différences de chiffres du simple au triple selon les définitions et selon des travaux qui sont faits par sondage. Donc, cette connaissance de l'existant est réellement problématique et non, les observatoires ne sont pas généralisés, systématisés, hélas. Merci beaucoup pour ces précisions. Nous avions aussi dans l'audience ce matin pas mal de participants qui venaient des DOM-TOM. Et donc, il y a des questions sur, alors, par rapport au volet relatif aux aménagements. D'abord, bravo à ceux qui étaient à l'ouest de chez nous, pour qui c'était vraiment le milieu de la nuit. Voilà. Les Français des Amériques, ouais. Et donc, une question sur, par rapport au volet relatif aux aménagements commerciaux, est-ce qu'ils s'appliqueront aux DOM? Et puis, nous avons aussi une question de la Réunion par rapport aux documents d'urbanisme. Est-ce que les schémas d'aménagement régional, donc les SAR, sont aussi concernés? Les SAR ont la même obligation de 50%, pas plus que ce qui était antérieur que ce qui est dans le reste du droit national. Ça s'applique au PADUC en Corse, SDRIF en Ile-de-France, SRADET et SAR. Le SAR, et ensuite, cela vaut également dans la déclinaison en aval des SCOT, PLU, PLUI s'applique également dans les départements d'outre-mer. C'est dans les collectivités ultramarines que là, on pourrait apporter des précisions et des distinctions, mais qui dépendent de chaque com. Mais pour les territoires relevant du droit commun de l'outre-mer, c'est-à-dire Guyane, Martinique, Mayotte, Guadeloupe, Saint-Pierre-et-Miquelon, sous certaines limitations, et Réunion, il n'y a pas. Bon, par contre, je n'apprendrai pas à notre interlocuteur réunionnais mais Nicolas le sait encore mieux que moi puisqu'il a participé à des PLU, à l'élaboration de PLU à La Réunion, à quel point, de toute manière, déjà à la base, le foncier disponible est fort rare, déjà. Mmh. Oui, et pour compléter, oui, a priori, de mémoire, les règles sur l'aménagement commercial sont bien applicables sur tout le territoire national. Ouais. Okay. Oui, j'ai pas le souvenir de régime spécifique de CDAC ultramarine. Je t'ai lâchement laissé répondre parce que j'avais un petit doute, mais il me semble pas. Hein, mais ouais. Non, moi non plus, j'ai pas le sentiment. A priori, non, il n'y a pas de règles spécifiques. Alors là, j'ai une question, mais en fait, qui va regrouper 3 questions qui ont été posées sur tout ce qui est U, AU et 2AU. Donc, première question, l'absence de SCOT ou de PLU zanisé contraint toutes les zones AU ou seulement les 2AU? Donc, je rappelle, zone non dotée des équipements de capacité suffisante en périphérique immédiate. Les zonages U et AU sont-ils considérés, même si un projet d'artificialisation se prévoit d'ici 2050? Et enfin, qu'est-ce qu'un terrain boisé en AU ne serait pas concerné par la ZAN? Je suis désolée, c'est peut-être un peu technique.
Alors, non, 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 non. Alors, sur la première question, la zone. Alors, le législateur n'a pas distingué quand il évoque les zones AU. Il parle de zones à urbaniser. Donc, on ne va pas distinguer là où le législateur ne distingue pas. Et donc, toutes les règles qui s'appliquent, et qu'on a évoquées sur les zones AU, vont s'appliquer aux zones AU, qu'elles soient en AU1 ou en AU2. Hein, ça, c'est le premier point. Alors, par contre, si j'ai un peu plus de mal à comprendre la deuxième question, est-ce que vous pouvez la répéter? Alors, excusez-moi, les zonages U et AU ne sont pas à considérer, point d'interrogation, même si un projet d'artificialisation se prévoit d'ici 2050, point d'interrogation. Alors, en fait, la question, c'est... oui, Mais c'est je pense que vous aviez répondu. oui, oui, en fait, c'est la question, c'est si on a des zones U, AU qui ne sont pas utilisées, tout simplement, euh, est-ce que si on délivre un permis de construire dessus, par exemple, est-ce qu'on considère que c'est de l'artificialisation? Mhm. J'ai envie de dire en quelque sorte oui, puisque la définition d'artificialisation, elle est donnée par le législateur. Et c'est l'altération durable des fonctions écologiques, etc. Donc, si je construis dessus. Mais peut-être que la question, c'était surtout de savoir, est-ce que je dois considérer que, dans mon calcul de l'artificialisation, est-ce que je dois considérer que ce sont des terres déjà artificialisées et donc, du coup, je ne les prends pas en compte dans le solde que j'ai évoqué. Alors, je pense oui, parce que ça rejoint aussi la définition de la consommation foncière, qui est de dire que la consommation foncière dans un document d'urbanisme, c'est lorsque je crée de nouvelles zones urbanisées. Donc, si elles sont déjà en U ou si elles sont déjà en zone AU, je considère que c'est des terres déjà consommées. Mhm. Très bien. Et puis allez, on va prendre une dernière Sachant question que sur la puisqu'on... notion de terre déjà consommée, attendons de voir aussi la définition définitive du décret qui va sortir bientôt, mais les risques que ça ne soit pas ce que Nicolas vient de dire sont infinis, sont des risques Oui, infinis, selon oui, moi. bien sûr. Alors justement, effectivement, ces décrets de définition sont en cours de consultation publique jusqu'au 24 mars, si ma mémoire est bonne. Et au sujet de ces décrets, pourquoi entre les projets de décret et le dernier qui a été présenté, la notion de seuil a-t-elle été supprimée? Et pourquoi désormais parle-t-on de présence de végétation ligneuse pour qu'un sol soit considéré comme non artificialisé? Ce qui est certain, c'est que le décret ne pourra pas aller à l'encontre de ce qui est dans la loi. Mmh. Mais comme il y avait des petits débats, effectivement, la présence de telle végétation pourra être l'occasion de prouver qu'on n'est pas juste sur une libération de quelques plaques de terre, mais bien d'une vraie végétation avec les bases d'une vie souterraine et de biodiversité. Je suppose que c'est ça, mais Nicolas, tu as sans doute des choses à Oui, enfin, apporter pour compléter mes après, bafouilles. alors je pense que alors, après, bon, je ne suis pas dans le secret des travaux des ministères, donc difficile de savoir pourquoi cette idée de seuil a été supprimée. Moi, j'y vois deux raisons. C'est la première, c'est que un seuil, c'est toujours très difficile après à appliquer. Euh, euh, donc, c'est peut-être lié aux difficultés de sa mise en œuvre. Et puis, il y a peut-être aussi une autre raison euh, qui est liée au principe même de la loi. L'objectif, c'est quand même le zéro artificialisation. Si je fixe un seuil, dès l'instant que je suis en dessous du seuil, je n'artificialise pas et je viens un peu à l'encontre de l'objectif. Peut-être aussi l'affichage politique de montrer l'importance de cet objectif fait que on ne met pas de seuil et on donne plutôt une définition matérielle de l'artificialisation. Voilà, à partir du moment où on imperméabilise un sol, Mmh. il est artificialisé et peu importe les questions de seuil ou pas. Mais voilà, c'est l'explication la plus logique, me semble-t-il. Est-ce que c'est celle-là après? Ça.
Bon, bah, écoutez, je vous remercie tous les deux pour toutes ces explications et pour cette présentation très complète. N'hésitez pas, bien évidemment, à suivre la formation sur la zéro artificialisation nette que nous proposons et puis de contacter, bien évidemment, le cabinet Lando pour toutes vos questions ainsi que son blog sur le monde juridique dans le secteur public que vous devez bien connaître. Merci encore. À très vite et je vous souhaite à tous un très bon appétit. À Merci. bientôt. Merci, au revoir. Merci, Au au revoir. revoir.